Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Aujourd'hui, c'est Paola qui est avec moi. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Écoute, je suis ravie de te recevoir. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, on va évidemment parler musique. Tu as sorti il y a quelques temps, ça y est, le titre Belle, dont on va évidemment parler. Tu en as même sorti d'autres avant celui-ci. Mais avant de commencer, je te propose qu'on fasse un tour dans le passé. Quel est ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens ? Mon premier souvenir lié à la musique, je dirais que c'est toute petite en fait, avec ma maman, avec mes frères et sœurs. On se faisait des spectacles sur du Francis Cabrel. J'ai 3 frères et sœurs, donc il y avait ma sœur qui faisait la fausse batterie, mon frère qui faisait la fausse guitare, moi je faisais la chanteuse. Enfin bref, c'est mes premiers souvenirs un peu mignons, moins concrets, mais en tout cas de rapport à la musique. Et puis après, je suis tout de suite entrée concrètement musique en fait au niveau de mes 8 ans. Je suis entrée en école de musique. De solfège et de chant, quoi. Et à part Francis Cabrel, il y avait qui d'autre à la maison ? Il y avait Michel Berger, Phil Collins, Balavoine, vraiment beaucoup de variétés françaises quand même. France Gall, enfin c'était vraiment en tout cas les goûts musicaux de mes parents à l'époque. Mon papa, lui, c'était plus les Forbans, c'était plus autre chose. Mais voilà, on était baignés là-dedans, quoi. Et à quel moment est-ce que la musique arrive dans ta vie ? En tout cas, à quel moment tu as un déclic et tu as envie de te perfectionner, d'apprendre en fait à chanter, tout ça ? Eh bien, en fait, c'est quand ma maman m'inscrit justement au solfège, en cours de piano, et que je me rends compte que je m'ennuie un peu, que je me dis, mais en fait, j'ai pas trop envie de répéter des partitions. Alors, c'est super et j'apprends à manier un peu un instrument. Mais je me suis rendu compte que j'avais envie de faire déjà d'autres partitions, peut-être des chansons que je connaissais plus. À l'époque, je crois que c'était l'envolée de Adele avec Someone Like You. Et en fait, j'avais trop envie de faire des chansons comme ça, plus de la pop en fait. Et j'avais moins envie de faire du piano, des classiques et tout ça. Et aussi après, je me suis mise au piano et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire mes propres chansons. Je pense que j'étais à peine adolescente, hein, j'avais 10-12 ans et je commençais à faire des petits trucs sur mon piano et après, c'est venu vraiment très progressivement. C'est devenu concret, je pense, à partir du lycée, quoi. Et le piano, tu l'as appris en cours ? Oui, le piano, en fait, j'ai fait 3 années de cours en école. Et après, je suis plus autodidacte. J'ai pas un énorme niveau, du coup, parce que j'ai arrêté assez tôt, finalement. Pour avoir un vrai niveau, il aurait fallu vraiment que je continue plus longtemps. Mais du coup, je me suis plus focus sur l'oreille et essayer de créer des sons que j'aime, des enchaînements d'accords qui me plaisent pour ensuite créer des mélodies par-dessus à la voix et puis voilà quoi. Ouais, finalement, le piano t'accompagne quand tu chantes. Oui, c'est ça clairement. Je suis pas une grande pianiste, mais par contre, ça fait un peu, on fait qu'un en fait en termes de création. C'est vrai que je peux pas faire sans. Je crée tout le temps à base de piano-voix et voilà, on est vraiment un petit duo quoi, une petite équipe. Et c'est vrai que quand toi tu chantes, t'as beaucoup de graves. Parce que tu Oui, évoquais ouais. Adèle, qui est pour le coup moins de grave que toi, mais cette voix-là, finalement, est-ce que t'as réussi à l'apprivoiser ? Ça a toujours ou ça t'a jamais La posé voix problème ? grave, Ouais. bah ça m'a jamais trop posé problème. Par contre, ça m'a fait rire parfois en classe. Moi, j'étais dans une classe de ST2S en fait au lycée. Donc il y avait que des filles, il y avait 2 mecs. Et il y a une anecdote comme ça où en fait il y a une prof qui était de dos et moi je parlais avec ma voix grave et la prof de dos dit les gars arrêtez de parler quand les mecs ils parlent. Je sais que c'est vous. Et en fait c'est des trucs un peu comme ça où tu dis ah ouais en fait c'est là que j'ai capté en fait que j'avais une voix peut-être plus grave que les autres filles. Mais sinon, non, c'est pas. Franchement, au contraire, on m'a beaucoup. Enfin, en fait, au final, bon, ma voix a évolué depuis. Hein, j'ai ma voix de femme qui s'est développée, on va dire. Mais à l'époque, j'avais la voix très cassée puisqu'elle muait un peu. Et souvent, on me disait, oh, c'est beau quand tu chantes, que c'est cassé. Souvent, on en fait un peu un truc peut-être même trop bien vu au final, je dirais, parce que parfois, c'est juste signe de cordes vocales abîmées, en fait. Mais du coup, non, je l'ai pas. Genre, je l'ai pas vécu comme un truc un peu bizarre d'avoir la voix grave, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris conscience que ta voix provoquait quelque chose chez les autres ?
Ouais, alors ça, j'ai toujours du mal à capter, hein, même encore aujourd'hui, mais on me le dit. Qu'en fait, quand on me l'a dit, et en fait, je crois que je l'ai capté. C'est un peu dommage et c'est un peu tard, mais je l'ai capté à la Starac quand Mathieu Gonnet a fait son retour. Je l'ai vu moi en sortant de la Starac. J'ai vu qu'il, non même pas, je crois que ça avait été diffusé du coup sur un Prime que nous on pouvait voir en direct. Je sais plus comment je l'ai découvert réellement, mais j'ai vu qu'il avait dit la voix de Paola, c'est incroyable. Il avait vraiment, enfin vraiment insisté là-dessus. Et j'avoue que là, ça m'a fait un peu du bien à l'ego. Je me suis dit peut-être que ma voix, elle a un petit truc quoi. Parce que j'ai pas une grande voix, je peux pas faire des envolées à la Céline. Enfin, j'ai pas une grande voix, mais du coup, le fait que quelqu'un comme Mathieu Gonnet puisse s'arrêter sur mon timbre, j'avoue que là, j'ai compris que peut-être j'avais quelque chose, mais voilà, ça reste. Après, c'est vrai que tu parles des envolées à la Céline, mais en même temps, quand il n'y a pas l'intention, quand il n'y a pas la sincérité, ça ne marche pas. On peut avoir la voix de Céline Dion si on provoque. Ah oui, c'est sûr. Bah moi, je suis plus dans l'interprétation et c'est vrai que je suis focus là-dessus. Mais effectivement, par contre, il y a des grandes voix et des grands interprètes en même temps. Mais c'est sûr que parfois, il faut les deux, quoi. Il faut pas que la voix, mais c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Alors, tu as évoqué la Star Academy, et évidemment, qui dit ton parcours dit forcément la Starac. T'as toujours voulu faire la Star Academy, toi? Non, honnêtement, non. J'ai toujours été un peu fan de Jennifer. Moi, j'étais jeune quand ça s'est lancé et que ça a explosé, mais j'ai quand même été un peu bercée là-dedans. Mais honnêtement, la télé, ça m'a jamais fait rêver au début parce qu'en fait, j'avais pas le profil, je pense, et j'ai toujours pas le profil peut-être. Mais la Starac, c'est venu en fait plus sur une période où il y avait beaucoup de choses qui allaient pas dans ma vie. Une maison que je venais d'acheter qui s'effondrait, une rupture amoureuse, un projet perso pro musical qui tombait à l'eau. En fait, tout tombait à l'eau vraiment clairement dans ma vie. Pas grave, pas de la santé, mais tous mes projets en fait vraiment tombaient et j'ai vu ce truc de la Starac et je me suis dit mais je suis un peu une hyperactive, j'ai besoin d'avoir tout le temps des projets. Et là, j'ai vu ça, je suis bon, bah allez, au pire, on va te dire que tu chantes bien et ça va te faire du bien. Moi, j'attendais que ça, juste qu'on me dise, oh ça va, c'est sympa ce que tu fais, on te veut pas, mais vas-y, c'était cool de t'inscrire, tu vois. Et en fait, au final, c'est parti quoi. Mais j'avoue qu'en réalité, c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais c'était pas forcément mon rêve en fait. C'était en tout cas un défi que je me suis mis pour peut-être redorer un peu mon ego parce qu'à l'époque, je croyais plus du tout en ce que je faisais et je me suis relancé ce défi-là quoi. Ouais, puis finalement, tu as été l'une des élèves, parce qu'on dit ça pour la Star Academy, de la saison dernière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton casting et les étapes du casting qu'on voit finalement pas avant qu'on te découvre le premier soir lorsque tu arrives avec tous les élèves? Ouais, bah en fait, c'est en plusieurs étapes. Moi, je sais qu'en tout cas, pour ma part, je me suis inscrite par dossier. En fait, on envoie un dossier, on explique un peu nos influences musicales, on envoie une vidéo d'une cover un peu lente, ensuite un peu plus up-tempo, anglais ou français, faut choisir aussi un peu des deux. Et puis ensuite, on a un retour ou pas. Moi, il s'avère que j'ai eu un retour quelques jours après en me disant qu'ils appréciaient mon profil. Donc là, il fallait que j'envoie plus de vidéos, des vidéos de danse aussi. On avait une petite danse à appliquer qui nous envoyait en fait à faire. Et puis ensuite, après ça, il y a une sélection en fait pour faire les castings sur place en réel. Et moi, je ne savais même pas en fait quand j'ai reçu que j'étais convoquée en tout cas pour cette audition en réel. Je pensais pas que c'était déjà un peu la fin des sélections et je pensais pas qu'on était plus que 200. Enfin, je sais plus. Je vais peut-être dire des bêtises, mais par rapport aux 15 000 inscrits, je fais des chiffres un peu environ, hein, mais on n'était plus que les 200 derniers sélectionnés. Enfin, c'était un peu un truc de fou. Et cette étape-là, moi, je l'ai un peu vécue aussi bizarrement un peu à la dernière minute, en réalisant que l'étape, en tout cas, du casting, c'était la dernière en fait en réel. Et ensuite, on avait le retour. Après nos castings en réel, on avait le retour des jurés qui disaient que s'ils nous voulaient ou pas, quoi. Et puis en plus, après, t'es rapidement projeté sur scène en prime time, pardon, et aussi en live, où l'on suit finalement ton quotidien. Comment est-ce que toi, tu as vécu d'être quasiment sur les caméras 24/24? Je pensais que j'allais réussir à passer un peu à côté parce que je suis quand même hyper spontanée, j'aime trop les gens, enfin je suis assez sociable, il n'y a pas de, enfin je pensais qu'en fait j'allais m'y faire à cette vie caméra, à cette vie en communauté. Et en fait moi il y a un truc qui m'a bloquée et c'est un peu dommage parce que c'est rien de grave, mais j'ai eu énormément d'acné à ce moment-là à cause d'un changement de pilule. Et en fait j'ai eu envie de m'enfermer, j'avais honte de moi, de mon visage.
J'ai perdu énormément de kilos parce que en fait je mangeais plus. Et honnêtement, du coup, ce lien à la caméra, je l'ai hyper mal vécu. Ça a été un peu un trauma, hein, je vais pas mentir. J'ai mis peut-être, je pense, 1 an à réellement sortir de ce rapport un peu mauvais avec mon image et cette comparaison aux autres, un peu de me dire ah, mais en fait je suis horrible quoi. Les filles elles sont trop belles, elles sont rayonnantes et moi là c'est moche comment je me tiens, c'est moche mon visage. Enfin, en fait c'était trop négatif dans ma tête, ça tournait en boucle alors que dans la vie il y a tellement, enfin on va se le dire, il y a vraiment pire. Mais voilà, moi je suis restée bloquée là-dessus et du coup ce rapport à la caméra, les retours images qu'on avait le dimanche, les retours de Prime et tout, moi j'avoue que je le vivais très très mal. Je l'ai très très mal vécu. Et c'est ce qui fait aussi que je pense que j'ai pas du tout été moi vraiment en fait au château. Je pense qu'on peut pas tous être réellement à 100% nous parce qu'on est filmé, parce on est épuisé et qu'on est dans un contexte un peu spécial. Mais pour le coup, moi, ça m'a vraiment impacté cet aspect-là de l'apparence en fait qui est très très exposé quoi. Ouais, c'est vrai qu'on oublie aussi que, bah, alors vous voyez forcément que les dimanches par rapport aux quotidiennes qui sont filmées, tout ça, mais c'est vrai que c'est assez frontal en fait de se voir Ah ouais. quasiment en portrait. Ouais, et puis on se voit sous tous les angles. En fait, c'est ça qui est fou, Ouais. c'est que pendant les primes, moi, la première surtout, en tout cas, je faisais déjà très peu de photos de moi. Je suis très peu, j'avais déjà un rapport un peu spécial à l'image, mais du coup, les photos, j'en faisais jamais. Même mes potes pour les pour les anniversaires, pour faire des diaporamas, ils m'engueulaient parce qu'ils me disaient, mais en fait, on n'a rien de toi, quoi. T'es jamais sur les photos. C'est un truc que j'aimais pas. Donc, j'avais jamais eu trop de retours de moi où j'étais filmée un peu sous tous les angles. Moi, je me filmais de face pour mes covers et basta, quoi. Et là, en fait, en prime, on est filmé de haut en bas, de droite à gauche, et puis de près, de loin. Enfin, en fait, on se voit vraiment tel qu'on est, et on est surexposé en termes de lumière. Enfin, du coup, c'est la réalité qu'on se prend un peu en pleine face, et on se dit, mais en fait, je me croyais fraîche, mais pas du tout, quoi. C'est un peu ouais, c'est un peu la réalité qui prend le dessus. Il faut juste accepter, en fait, de se voir vraiment comme on est, et puis juste de s'aimer. Moi, mais c'est vrai que moi, c'est ça qui m'a. Bah, de toute façon, je pense que, enfin, tu parles de réalité, mais en fait, c'est ce que toi t'as vu, ce que toi tu perçois, c'est plutôt ta réalité parce que les gens, Oui, on c'est est sûr. tellement dur avec soi-même que clairement, Oui. je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein. Mais ce que toi tu vois devant Ouais, un ouais. miroir ou devant une caméra, ce qui en plus la caméra c'est encore pire qu'un miroir, on va pas se mentir. Ouais, bah oui. Les gens ressentent ou peut-être, j'ai bien 1/10 de ce que toi tu vois, tu vois. Oui. Non, non, mais c'est sûr. C'est sûr que le rapport que j'ai moi à mon image n'est pas le même que les autres enfin, ce qu'ils vont voir de moi, effectivement, c'est certain. On n'est pas du tout neutre, hein, ça c'est sûr, hein. Est-ce qu'il y a une prestation que tu as aimé faire sur cette Starac? Ouais, bah j'ai adoré en fait en premier lieu, je dirais quand même que j'ai adoré le duo, enfin trio avec Véronique Sanson et j'étais avec Chris aussi. Parce que Véronique Sanson, c'est vraiment, bah, je l'ai pas cité tout à l'heure, mais dans les inspirations et dans les musiques qui tournaient en boucle quand on était petit, Véronique Sanson en faisait partie. Et c'est vrai que moi, c'était pour moi irréel de chanter avec elle. Et ça, je pense, que c'est la plus belle expérience que j'ai pu avoir là-bas. Et puis ensuite, j'ai eu quand même un très beau tableau chorégraphié par Yanis Marshall sur ma petite boule disco là en l'air. C'était un beau défi et ça, c'est vrai que c'était aussi j'ai eu énormément de chance quoi d'avoir ça. Donc je dirais que c'est les deux un peu les deux prime time un peu que j'ai adoré quoi. Ouais, si je me trompe pas, le jour de sa tableau dansé, il y avait aussi l'orchestre symphonique. Oui, complètement. Donc c'était une version juste frissonnante quoi. Après 3 semaines de parcours, tu quittes la Starac. Est-ce que tu as des regrets ou tu te dis que finalement l'aventure, tu l'as vécue comme tu pouvais la vivre et c'est comme ça fait partie de ton chemin de vie? Bah, c'est un peu mitigé. Je pense que quand j'en sors, je suis soulagée honnêtement parce que j'étais tellement pas bien en fait avec moi là-bas. J'étais mon propre ennemi, hein. Honnêtement, on était une belle famille, on était tous soudés. Enfin, même si parfois à l'image, on essaie de faire passer des choses parce qu'il faut qu'il y ait du piment, il y a un peu des histoires. Honnêtement, ça se passait bien. Donc j'étais bien avec les autres, mais pas bien du tout avec moi. Et donc j'étais un peu soulagée de retrouver ma famille. J'avais l'impression que ça faisait 6 mois que j'étais partie, donc j'avais ce petit soulagement en fait de me dire ok, je vais reprendre ma vie en main. Je suis trop heureuse d'avoir fait ça, mais là j'ai besoin de souffler quoi. Vraiment émotionnellement, j'étais un peu à bout. Je préfère être honnête. Et du coup, il y a eu ce sentiment-là, et ensuite il y a eu quand même pas mal de frustration parce que on retrouve les réseaux, on retrouve les gens qui forcément donnent leurs avis. Alors moi, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur mes prestats, sur ma voix. Enfin, j'ai pas trop eu de lynchage, si à part sur
notre finale avec Carla qu'on a un petit peu foiré effectivement et c'était les gens donnent leur avis un peu trop spontanément, mais en même temps c'était légitime. C'est vrai que c'était pas, on va dire, il y a forcément en fait quand on fait des erreurs, c'est noté et c'est. Mais en tout cas, j'ai pris cher en fait sur l'aspect critique de la personnalité, parce que je suis dans la vie quelqu'un de peut-être un peu trop obsédé par le bien-être des autres, en tout cas mes proches. Je suis très dans la réalité, en tout cas dans la vie. J'essaie d'être au maximum bienveillante et je mets beaucoup d'importance en fait aux échanges humains respectueux, dans la transparence. Effectivement, je suis transparente, mais il y avait ce truc-là en fait qui m'a frustrée, où moi j'ai eu l'impression que la Starac avait voulu me mettre un peu une image de méchante fille, regardez, elle est honnête et regardez comment elle peut être piquante. Et en fait c'est violent en fait quand on sort de la Starac, on a l'impression qu'on nous a volé notre personnalité, on sait plus qui on est et on sait même plus ce qu'on pense de nous en fait. Et honnêtement je préfère le dire et d'ailleurs je blâme personne. Je pense que c'est la télé, c'est comme ça, il faut des scénarios, ils ont fait leur taf en fait, mais faut être ok émotionnellement. Et humainement, en fait, quand on va faire une télé comme ça, faut se dire, ok, je ne peux pas tout gérer et tout va pas m'appartenir. Et derrière, faut être bien entouré pour se remettre de ça. Moi, c'est vraiment en gros, à ma sortie, il y a eu cette frustration-là de pas avoir montré qui j'étais, parce que déjà, honnêtement, j'étais pas moi-même, et en plus d'avoir eu ce trait de personnalité qui a été un peu faussé sur moi, et je l'ai trop mal vécu ça, quoi. Et donc voilà. Mais c'est à la fin. Honnêtement, je me suis dit, il y a beaucoup de négatifs au final. Et en fait, non, parce que j'en ai fait une force et j'ai appris à me connaître en express. Je crois que j'ai appris sur moi comme j'aurais pu apprendre en 5 ans, en fait, d'expérience de vie. Parce que ça m'a appris beaucoup sur qui je suis et sur ce monde de la télé, etc. Mais du coup, c'est vrai que voilà, moi, ça a été un peu ça. En tout cas, ma manière de vivre cette première télé, c'était chaotique. Et en même temps, c'est beau parce que c'est humain, c'est vivant et qu'on apprend, quoi. Ouais, c'est sûr qu'après, les gens derrière un écran j'imagine même pas ce que tu as pu lire en vrai. En fait, il y a eu j'en ai pas, honnêtement, c'est bête parce que le cerveau bloque sur les 10% de négativité alors que j'ai eu 90% d'amour. Mais on bloque sur la personne qui va dire oui, mais moi je l'aimais pas, c'était une peste. Alors que, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai pas du tout eu l'impression de faire ma peste. En fait, c'est des aspects de la télé qu'on contrôle pas, et ça, moi, c'est des choses, ça peut beaucoup plus me toucher. C'est peut-être bizarre, mais ça peut beaucoup plus me toucher qu'on critique ma personnalité que ma musique, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a un peu violentée. Oui, parce qu'après, t'as la musique, les goûts et les couleurs, mais je comprends après la personnalité, ce qu'on est vraiment. Donc, Oui, c'est ça. Et puis on a l'impression, on sait que les gens n'ont pas découvert qui on était vraiment, et on sait que parfois ils ont tort dans ce qu'ils peuvent dire, mais on finit quand même par douter et on se dit mince, pourquoi? Enfin, et après on regarde les images, on regarde les montages, on se dit oui, peut-être que j'aurais pensé comme eux en fait. Mais on est tous humains et voilà. Mais c'est un truc un peu philosophique. Je pense qu'on pourrait débattre pendant des heures là-dessus parce que c'est très très c'est intéressant et en même temps c'est hyper spécial à analyser. Ouais. Mais je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre. C'est ça. Je pense, ouais. Après cette aventure, contrairement d'ailleurs à beaucoup, toi tu restes pas à Paris, tu rentres chez toi, tu vas à Angers auprès des tiens. C'était évident de rentrer à la maison et d'y rester parce que on se dit souvent que tout se passe à Paris, mais finalement toi tu composes très bien à la maison. Ouais, c'est ça. Bah en fait, moi j'ai un besoin déjà hyper presque vital. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais d'être proche de ma famille géographiquement et de pouvoir passer du temps avec eux, de me dire qu'en 20 minutes de voiture, je suis chez eux. Et parce que c'est ce qui fait que je suis stable en fait mentalement, je pense, parce que je peux être un peu fragile. En tout cas, je peux être une personne un peu anxieuse qui se pose beaucoup de questions. Et dès que je suis avec eux, c'est apaisé, quoi. Ça me fait du bien. Et voilà, j'ai la chance d'avoir ça, hein, de cette force familiale. Et donc moi, le retour à Angers était juste logique. Et je me suis jamais posé la question, et d'ailleurs toujours pas, de vivre sur Paris, quoi, parce que je pense qu'en tant qu'un peu hyperactive, un peu où mon cerveau va un peu trop à 1000 à l'heure, quand je suis sur Paris, c'est encore pire en fait. Ça fait pas bon ménage avec moi, je pense, pour l'instant. Et si un jour je vis sur Paris, c'est que vraiment j'ai pas le choix et que j'arrive à trouver un entre-deux assez stable pour moi, quoi. Avant de clôturer, on va clôturer d'ailleurs avec cette question, le chapitre Star Academy. Est-ce que par hasard, t'as regardé cette année? J'ai regardé, mais pas en quotidienne. J'ai plus regardé les primes un petit peu et puis les extraits en fait sur les réseaux, quoi. Les réseaux sociaux, je suivais un peu comme ça les éliminés, etc. On tapait, je sais pas, sur TikTok, on tapait éliminer Star Academy et là tout de suite on avait un peu, je suivais comme ça un peu de loin parce que ça a été un peu spécial de me remettre dedans quand on l'a fait. C'est peut-être autre chose, quoi.
c'est un enjeu différent, je trouve. J'étais hyper intéressée par leur profil et je les ai trouvés juste très très forts cette année. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à être hyper assidue. J'étais un peu aussi focus sur mon projet. Bien sûr. Et en plus, je pense qu'en termes c'est un peu étrange quand on regarde quelque chose alors qu'on connaît tous les backstage. En fait, c'est un peu moins palpitant, on va dire. C'est bizarre, mais c'est comme si on se regardait nous-mêmes un peu. Je sais pas comment dire, mais moi j'ai pas regardé par exemple notre saison à nous non plus, quoi. Ouais. Mais voilà. Donc j'ai regardé un peu, mais de loin, hein, pour être honnête. Bon, de toute façon, ton projet a avancé depuis ta sortie parce qu'en juin, tu as sorti ton premier titre qui s'appelle Chamboule tout. Et Ouais. bah, je te propose qu'on l'écoute et comme ça, on en parle juste après. Carrément. Tu as déboulé dans ma vie comme un cheveu tombé là sur ma soupe. Chamboule tout, chamboule ma vie. Je t'ai tant voulu, non il faut pas que je me loue. C'est là que tout se joue. Chamboule tout. Chou, je n'ai rien vu venir, je t'aime déjà chaude. Pour que tombe le qui, besoin de toi chaude. Et les yeux qui pétillent, je ne veux que ça chaude. Chaude, je n'ai rien vu venir, je t'aime déjà chaude. Pour que tombe le qui, besoin de toi chaude. Et les yeux qui pétillent, je ne veux que ça chaude. Pour toi j'ai le cœur au bord des joues. Regarde à vous, t'es mon plus beau rendez-vous. C'est vrai, pour ça je donnerai tout. Tout ce que j'ai de plus fou. C'est là que tout se joue. Chamboule tout. Chou, je n'ai rien vu venir, je t'aime déjà chou. Pour que tombe le qui, besoin de toi chou. Et les yeux qui pétillent, je ne veux que ça chou. Chou, je n'ai rien vu venir, je t'aime déjà chou. Pour que tombe le qui, besoin de toi chou. Et les yeux qui pétillent, je ne veux que ça chou. Y'a rien à faire, je le sais, je le sens. Elle est là ma place, il est là le tournant. Et de mes 10 doigts, y'a que ça que je sais faire. Y'a que comme ça que j'arrive à me plaire. Shoot, je n'ai rien vu venir, je t'aime déjà shoot. Pour que tombe les qui, besoin de toi shoot. Et les yeux qui pétillent, je ne veux que ça shoot. Shoot, je n'ai rien vu venir, je t'aime déjà shoot. Pour que tombe les qui, besoin de toi shoot. Et les yeux qui pétillent, je ne veux que ça shoot. Shoot. C'était le titre Chamboule tout de Paola qui est à mes côtés, un titre que tu as écrit, que tu as composé. Tu écris et tu composes depuis quand ? J'écris et je compose depuis, je dirais réellement depuis quelques années. J'ai commencé avec Dan Levy en studio quand j'avais 16-17 ans, à composer au début en anglais. C'était un peu chaotique parce que j'étais très nulle en anglais. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Je pense que j'avais peur du français, de me mettre un peu à nu et de vraiment assumer les mots, assumer les sujets. Et puis c'est lui qui m'a dit mais écoute, faut que tu composes en français. Je pense que ça peut être top. Et c'est là que c'est parti en fait. Vers 2016-2017, je crois que j'ai commencé à vraiment composer en français. Et voilà, c'est parti de là. Donc, Chamboule tout, c'est le premier single que tu as sorti. Pour parler un petit peu plus de ce titre, c'est un titre assez pop des années 80. Toi, tu avais déjà l'univers musical dans lequel tu voulais aller dans ta tête ? Oui, bah en fait, je suis fan des années 80. J'ai beaucoup écouté ça. En fait, je crois que j'ai fait trop de balles avec mes parents à côté des enceintes, les balles des pompiers là, où ils mettent des années 80. En fait, c'est bête, mais je crois que déjà de base, j'ai eu ça dans mes oreilles toute mon enfance. Et en fait, quand je l'écoute encore aujourd'hui, cette chanson un peu années 80, ces sonorités là,
ça me parle en fait, c'est en moi, je sais même pas, je peux pas contrôler ça, mais ça me fait du bien. Et souvent c'est des sonorités assez joyeuses pour parfois des thèmes un peu lourds, et c'est ça que j'aime dans les années 80, c'est que parfois on a des sujets vraiment lourds mais qui sont traités de manière légère en mélodie, en rythmique, et j'aime trop ça dans les années 80. Et donc c'est vrai que je savais pas concrètement si je voulais aller vraiment profondément là-dedans. Et je voulais pas en tout cas une caricature de ça, parce qu'on n'est plus dans les années 80 et que je pense que c'est nul de vouloir faire du copier-coller. Enfin voilà, on n'y est plus. Mais je voulais un peu effectivement une petite empreinte en tout cas 80 sur Chamboultou, quoi. Mais c'est vrai que dans ce que tu dis, c'est ces sonorités 80 qui presque réchauffent aussi le cœur. C'est Ouais. aussi de ce dont Clara Luciani s'inspire, notamment. Elle utilise comme toi aussi des sujets un peu plus lourds sur des sur des sons des années 80, et ça passe. Ouais, ça passe et ça fait du bien aux gens, je pense. Enfin, en tout cas, en fonction des goûts, je pense que ça peut faire du bien. C'était important de te présenter sur un titre que tu as fait seul, ou c'est juste parce que c'est tombé comme ça? Honnêtement, je pense qu'au fond, c'est important pour moi, et en même temps, le choix, c'est vraiment tombé comme ça. J'ai fait écouter cette compo à mon équipe, et par rapport à plein de questions aussi comment dire, de stratégie, parce que forcément c'est du professionnel, donc après on élabore une stratégie de sortie de single, dans quel ordre, dans quel contexte, avec quelle équipe. Donc il y avait Chamboultou qui était là, et en plus Chamboultou je l'ai composé vraiment à la sortie de la Starac. Ouais. Et je parle justement de la Starac dedans, je parle de ce Chamboultou que ça a été pour moi. Évidemment que du coup c'est de manière plus large que je l'ai abordé, mais en tout cas je voulais parler de ce moment où j'ai tout laissé en fait pour la Starac, et où j'ai décidé de vivre de ma passion. Et donc c'était un peu logique après la Starac de faire cette première prise de parole avec Chamboultou. C'était le petit point de départ, donc c'était quand même un peu une évidence, quoi, mais ça s'est fait vraiment comme ça en choix d'équipe. C'était cohérent, quoi. Puis en plus, toi, tu t'écris pas que pour toi. J'ai vu aussi que tu avais écrit le titre Lumière pour Nour, et tu l'as même fait en compagnie de Senzo. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure et ce duo que vous formez aussi finalement dans l'ombre pour faire chanter les autres? Bah en fait c'est excellent, c'est vrai que Senzo, du coup on a la même équipe de production, enfin on a le même producteur, et du coup on travaille sur le même lieu, enfin on se voit souvent, et ce jour-là il me semble que donc on devait faire une session avec Nour, qui est venu au studio où nous on est, et on devait faire une chanson. Et puis moi j'ai parlé un petit peu avec Nour, je lui ai dit est-ce que tu as un sujet qui t'inspire, est-ce que ce truc justement de la notoriété ça te parle, est-ce que des fois tu sens que les gens viennent vers toi pour autre chose que ce que tu es vraiment, et pour plutôt cette lumière là que tu as avec la notoriété. Et puis en fait c'est parti comme ça. Senzo, lui, du coup, il a cette force de. Alors, il compose aussi énormément. Il écrit des textes absolument magnifiques. Mais à ce moment-là, il a surtout top-liné en fait un petit peu pour cette chanson. Puis il y a Jonathan Cagne, un compositeur avec qui je travaille beaucoup, qui a réal quasiment tout mon disque d'ailleurs, qui arrive en mai, et qui a composé la chanson pour Nour. Et moi ensuite, j'ai écrit tout le texte. Voilà. En fait, ça se fait comme ça. Et c'est vrai qu'on est une petite équipe avec Senzo. Sur quelques projets comme ça, c'est vraiment trop cool, quoi. C'est une envie que tu as aussi d'écrire pour les autres? Oui, j'aime beaucoup ça. C'est un peu dur de se lancer là, ça y est, je l'ai fait, j'ai vu que j'en étais capable, mais au début c'est un peu spécial de se dire est-ce que je suis légitime de dire je vais t'aider à écrire ton truc, enfin et en fait au final c'est que du ressenti, c'est de l'humain. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais ça reste une expérience qui me fait grandir à chaque fois, et j'aime beaucoup ça. Et si jamais je me le dis un peu, c'est bizarre de le dire comme ça, mais si jamais je sens que dans 10 ans, je galère encore à faire un peu vivre mon projet, eh ben, je pense que ça peut être vraiment mon plan B numéro 1, on va dire, de rester dans l'ombre et d'écrire pour les autres, parce que j'aime vraiment beaucoup ça, quoi. Bon, en tout cas, ton projet, il commence, et il est ça va. en train En tout cas, d'exploser. C'est pas horrible. Oui. Ça marche bien. Ah ouais, quand on voit les retombées du dernier titre que tu as sorti, Belle, qui a beaucoup d'ailleurs été remarqué. C'est un titre dans lequel tu délivres un message assez universel, finalement, dans lequel tu parles, finalement, comme tu le dis, tu pars à la conquête. Un titre, d'ailleurs, qui était dans ton placard depuis quelque temps. Oui, complètement. Il était dans mon placard depuis quelques années, ouais. Il a évolué un peu au fil du temps. Je l'ai réécrit parce que mon écriture a vraiment évolué aussi. Forcément, à force d'écrire en 3 années, moi j'ai évolué, je me suis perfectionnée, et donc il y a des choses qui me plaisaient plus dans ce texte que j'avais fait
il y a quelques années, mais on a gardé toute la mélo. Enfin, c'est resté vraiment tel quel. Et c'est en fait, j'ai rencontré quelques labels même avant de faire la Starac, et à chaque fois, c'était ce titre-là qui ressortait. C'était ah ouais, mais en fait, Belle, c'est le single, quoi. Et c'est toujours resté jusque là après la Starac. Donc, on savait que ça pouvait être une belle carte à jouer. Et effectivement, il y a des retours vraiment positifs, donc c'est trop bien. Est-ce que tu as encore beaucoup comme ça de pépites dans ton placard? Eh ben, j'espère. Moi, je pense que oui. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais honnêtement, oui, on pense qu'on a des belles choses encore à proposer. Et moi, je compose vraiment beaucoup, donc là, on a vraiment pas mal de titres de près, donc j'espère que ça fera pareil qu'avec Belle, quoi. Ce titre, d'ailleurs, il a un clip et on parlait d'honnêteté et tu l'es toujours parce que sur tes réseaux sociaux, tu as révélé que tu avais eu du mal à regarder ton image en regardant les rushs. C'est un travail de tous les jours de se trouver belle, de s'accepter comme tu es. Ah oui, c'est un travail de tous les jours, et puis ça sera peut-être que ça s'apaisera, ça s'apaise un petit peu déjà du coup c'est un peu triste, mais j'essaie de prendre soin de moi, j'essaie de faire disparaître ces choses que là j'aimais pas, par exemple à l'image. Voilà, peut-être que en fait je pense que c'est un truc de tolérance, et surtout de se dire que en fait c'est 10%, même pas, c'est quelques pourcents de notre vie. En fait, l'apparence, ça n'a pas de sens, et je trouve que c'est un sujet pas assez débattu. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais il n'y a pas assez de débat, je trouve, sur cet aspect du physique, en fait, de à quel point ça nous influence dans nos manières d'être avec les autres, avec nous, et qu'au fond, on n'est pas que ça, quoi. On est tellement pas que ça. Et moi, j'aimerais bien m'arrêter à autre chose que le physique, mais avec moi-même, en tout cas, j'ai encore du mal. Et effectivement, tous les jours, j'essaie de prendre soin de moi, peu importe de quelle manière je le fais, mais en tout cas, j'essaie de me dire, ok, respecte ton corps, en fait, pour tout ce qui te permet de faire, t'es en bonne santé, et du coup, aime-toi, en fait, comme t'es, et puis, de toute façon, tu changeras pas de tête, hein, il n'y a pas de magasin de tête, mais c'est un travail de tous les jours, et effectivement, quand on tourne un clip et qu'on se dit, en fait, la chanson, elle parle de s'aimer soi, en tout cas, essayer d'apprendre à s'aimer comme on est, et qu'au final, quand je regarde le clip, je me trouve horrible parce que quelques kilos en trop, parce que en fait, c'est lourd, quoi. On se dit, mais c'est chaud. En fait, j'essaie de faire du bien aux gens avec une chanson, mais j'applique même pas ce que je dis dedans, quoi. Donc, oui, j'ai préféré être honnête et le dire que c'était en chemin pour moi, quoi. C'était pas encore acquis. En même temps, c'est vrai que l'acceptation de soi, en tout cas tel qu'on est, c'est devenu quand même un sujet dont on parle de plus en plus. On le voit quand même qu'il y a petit à petit, il y a les dictates de la beauté qui changent, que ce soit avec les gens qui nous entourent lambda, ou même à un plus haut niveau, les célébrités qui maintenant signent des contrats de non-retouche de photos, tout ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même du mieux? Parce que c'est vrai qu'on a plus ou moins le même âge, donc on a grandi avec les mêmes dictates où les marques n'allaient pas au-delà du 40, tout ça. Est-ce que... Si, en vrai, moi je dis que le sujet est pas assez mis en avant. C'est vraiment le sujet de l'apparence en général. C'est un peu un sujet philosophique, et que je trouve qu'on n'aborde pas assez. Mais par contre, effectivement, la place de la femme, et en tout cas l'acceptation de la différence, et juste de l'humain, en fait, tel qu'on est, et de la vérité d'un visage, des pores dilatés, tout ça, en fait, ça y est, ça honnêtement, ça a évolué énormément. Et même, oui, effectivement, moi je le sens par rapport à la génération, que c'est quelque chose qui est là et qui évolue, mais pour moi qui est pas encore assez présent, en fait, parce qu'il y a justement encore beaucoup d'influence, en fait, sur l'apparence, et et quand même encore un petit peu je sais pas, mais dans la vie de tous les jours, en fait, on sent que le physique fait des choses, en fait, dans le cerveau des gens, et pour un emploi, pour un repas de famille. Enfin, c'est tout bête, mais moi c'est plus ça que je trouve encore dommage. Mais honnêtement, sur les places de l'apparence, en fait, même pour les artistes, etc., c'est hyper mis en avant. Il y a plein de personnes fortes qui se battent pour ça, et ça, c'est sûr que je pense qu'il y a 20 ans, c'était absolument pas comme ça, mais je pense qu'il faut continuer, quoi. Je pense que c'est pas fini, c'est un peu pessimiste dit comme ça, mais c'est un beau début. Est-ce qu'avec ce titre, tu as eu des retours de personnes, que ce soit dans les commentaires ou peut-être par message privé sur tes réseaux? Oui, j'ai reçu des messages hyper touchants de personnes qui s'identifient, qui me disent que ça leur a fait du bien. Et honnêtement, ça, je m'y attendais pas, parce que justement, je savais que j'étais pas la première à aborder ce sujet. Et je me suis dit, bon, c'est un peu revu, quoi, de parler de ça. Et au final, non, parce qu'en fait,
les gens ont besoin de ça, les femmes beaucoup, et les hommes aussi, hein. J'ai vu que j'avais des retours aussi masculins. Mais c'est vrai que c'est trop touchant et de me dire que je peux aider un peu les autres, ça fait trop plaisir, quoi, et ça m'aide aussi moi, donc à travers ça. Mais je crois que le plus touchant là récemment, un message que j'ai eu, c'est une maman qui me disait que sa petite fille de 2 ans, je crois, réclamait la chanson du mascara parce qu'elle l'adorait, et la maman m'a dit en fait par écrit, c'est trop beau en fait de pouvoir faire écouter ça à ma fille, et je trouve ça trop bien que dès ses 2 ans elle entende en fait une chanson comme ça, quoi, parce que ça inculque, je pense, des belles valeurs pour la confiance en soi. Si on a ça dans nos oreilles dès nos 2 ans, je pense que déjà c'est cool. En fait, j'avais pas pris cet aspect-là et l'ampleur que ça pouvait avoir sur la vie des autres, et ouais, c'est des petits retours comme ça qui me touchent beaucoup. Bah, tu vois, finalement, tu dis que il faut se battre. Bah, regarde, tu te bats déjà avec les enfants de 2 ans. C'est sûr. C'est ça. Alors, on a beaucoup parlé de la partie studio, de la composition, de l'écriture, de tout ce qui se passe avant. Mais évidemment, une fois que le titre sort, il faut le faire vivre sur scène, parce que la musique, ça se partage. D'ailleurs, le 30 mai, tu seras au théâtre Les Étoiles, alors une date qui affiche complet. Comment est-ce que tu te prépares pour la scène ? On va préparer des répétitions. Là, tout le mois d'avril, ça va commencer vraiment intensément. Moi, c'est un peu nouveau, c'est clairement nouveau. J'ai jamais fait de date en tête d'affiche. Donc, je vais découvrir aussi. Je pense que je vais vraiment découvrir plein de choses grâce à mon équipe qui va me guider beaucoup. Mais voilà, j'ai trop hâte. Ça va être un peu un rendez-vous familial. Je vois ça comme ça parce que je sais que ces petits comités, les gens viennent pour moi. Donc, c'est un peu, jusqu'ici, j'ai fait des premières parties. J'en fais une encore ce soir d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est pas du tout pareil comme sensation quand même de se dire que les gens viennent pour nous. Et donc j'ai trop hâte. Forcément, ça me stresse, mais j'ai trop hâte parce que je pense que ça va être vraiment trop beau comme moment de vie en fait. Donc voilà, on se prépare. Je me prépare surtout émotionnellement en ce moment, et puis je pense que le concret des répétitions va arriver là d'ici quelques jours, semaines. Ça va prendre forme et on va préparer ce show au mieux, quoi. Et justement, avec qui tu seras sur scène ? Est-ce que tu es sur scène toute seule ? Non. Non, je serai avec 2 musiciens. On est en train de voir ça, mais il y aura certainement un batteur et un guitariste pianiste, enfin, qui fera les deux. Et la scène des Étoiles, c'est petit, donc je peux pas débarquer avec 40 choristes. Et puis en plus, de toute manière, faut avoir aussi, c'est bête et c'est un peu pragmatique, mais c'est un budget aussi. Donc c'est vrai on démarre petit, et en même temps, ça me va. Je crois que le côté un peu cocooning, un peu familial, j'aime beaucoup ça, quoi. Oui, bah finalement, ça fait penser à ce que tu disais quand tu es en famille à Angers, quoi. Exactement, exactement. Est-ce que tu t'impliques dans tout ce qui est direction artistique, que ce soit pour la scène, pour la scénographie, ou même pour ton image, parce que tu parlais de l'image et justement, parce que c'est important, même on voit la pochette de Belle, il y a des paillettes qui coulent et on voit une partie de ton visage. Oui, en fait, je propose des idées. Moi, je suis du genre quand même beaucoup à me laisser guider aussi par les professionnels dont c'est le métier, parce que moi, l'aspect vraiment visuel, c'est quelque chose encore que j'ai besoin de travailler, parce que j'ai du mal en fait avec ça. J'ai encore beaucoup de mal à réfléchir les visuels en fait, parce que c'est justement quelque chose qui à la base est compliqué pour moi et qui est même pas forcément un sujet. Moi, je fais surtout la musique, et le reste, au début, quand on est artiste, on te dit après, ah oui, mais ton visuel, c'est quoi? Et là, tu dis, ah mince, pardon, moi, je fais juste la musique. Je savais pas qu'on allait me demander. Et en fait, j'apprends et je prends plaisir oui, pour Belle, par exemple, c'est moi qui ai eu l'idée de me dire, ok, et ça peut faire couler des larmes, mais est-ce que ce serait pas des paillettes au final, ce truc un peu de galérer à s'aimer, mais au final, on en fait une force. Enfin, c'était un peu un truc, une petite métaphore. C'est des choses comme ça, je m'implique et je propose des choses, et ensuite tout prend forme avec les professionnels, comme pour le clip de Belle d'ailleurs. Moi, j'avais un peu l'idée des clones, et ensuite il y a Gabriel qui est venu scénariser tout ça, et voilà. Moi, je pense que le travail d'équipe est obligatoire. En tout cas, à mon niveau, j'ai pas encore l'expérience et les connaissances pour monter en tout cas un show et un visuel toute seule, quoi. Oui, tu t'impliques, tu donnes tes idées, et après tu fais confiance aux professionnels. Oui, et par contre, je suis du genre à absolument dire si j'aime pas. Je suis incapable de baigner dans un visuel qui est pas le mien. Donc ça reste toujours un peu mes choix, mais qui sont perfectionnés absolument par des professionnels, et qui, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi.
Et sur tes réseaux sociaux, tu partages aussi beaucoup de reprises en acoustique, notamment sur ton compte TikTok. Tu Ouais. passes de Superbus, tu vas jusqu'à Santa, tu reviens même vers Mylène Farmer. Et tu amènes Ouais. aussi chacune de ces titres, chacune de ces covers dans ton univers. Est-ce que tu vas les emmener aussi dans tes valises pour les concerts? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Et en plus, c'est un peu ça qui m'a aidé de toute manière pour me lancer avec la Starac ou des projets comme ça. C'est vrai que les covers, au final, ça a permis de montrer un peu ce que je suis, même si ça reste que des reprises. Mais je pense que oui, en concert, ça pourrait me plaire de me dire que je fais une ou deux reprises. Et je pense que même ce sera certainement le cas, quoi. Et tu évoquais mai pour la sortie d'un disque. Est-ce que ce sera un EP ou est-ce que ce sera plutôt un album? Ce sera un EP. Ouais, courant mai, on va sortir un EP pour essayer d'en montrer plus, mais pas trop, parce qu'on sait jamais. Je suis quand même un projet en développement et il faut essayer de jouer les bonnes cartes au bon moment. Et je pense qu'un EP, c'est bien. Je pense que c'est cool pour montrer un peu plus ce que je peux proposer, quoi. Donc, du coup, celles et ceux qui viendront au Théâtre Les Étoiles pourront même chanter avec toi le 30 mai les titres de l'EP. Oui, normalement, ils auront l'EP avant le concert, quoi. Il sera sorti avant le concert. Ouais. Est-ce que tu as hâte Parce que c'est vrai que quand on a des titres comme ça, les gens chantent facilement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as hâte de partager avec le public en famille? Oui, ouais, vraiment, j'ai trop hâte. Après, je suis un peu une pleurnicharde, donc va falloir que j'apprenne à pas pleurer à chaque fois que les gens vont chanter mes paroles, parce que moi, je suis un peu comme ça. Donc, il va falloir que je mette l'émotion dans le sol, comme disait leur ballon à la Starac. Faut que j'apprenne ça, à canaliser l'émotion, mais j'ai hâte, quoi. J'ai hâte parce que je pense que c'est les moments les plus forts. Je suis très fan du studio et je pense que c'est aussi quelque chose qui restera dans mon top des moments de ce métier, mais des expériences de ce métier, mais la scène, je pense que ça va être quelque chose de très fort et que je vais vraiment aimer fort, quoi, je pense. Bon, de toute façon, d'ici là, on aura entendu les titres de ton EP. D'ailleurs, ton projet a extrêmement évolué de Véronique Sanson que t'écoutais à la maison finalement avec tes frères et sœurs en famille jusqu'à aujourd'hui, la sortie de ton EP. Justement, qu'est-ce que tu dirais à la Paola qui est en famille et qui chante Sanson à la maison? Je lui dirais de continuer, de garder ses rêves et puis surtout en fait, je dirais qu'elle a de la chance parce qu'en fait moi c'est vraiment ma famille, c'est mes parents qui m'ont aidé à continuer et à toujours croire en ça et à toujours suivre un peu mes rêves et je lui dirais juste que ouais, de continuer quoi, de garder cette fraîcheur et d'ailleurs j'ai des regrets parfois quand je regarde des vidéos de moi gamine, je me dis mais qu'est-ce que j'étais libre en fait avec mon corps, avec moi en fait et je lui dirais garde ça. Garde cette fraîcheur. Bon, en attendant de savoir ce que tu nous réserves dans cette EP, tu seras aussi le 6 novembre au Café de la Danse. Oui, exactement. La billetterie d'ailleurs est ouverte pour celles et ceux qui veulent y assister. Ouais. Parce que tu as quand même rempli extrêmement vite le théâtre Les Étoiles. Donc pour celles et ceux qui veulent aller au Café de la Danse, certes, il y a plus de place, mais ça reste aussi un moment familial. Complètement. Ça reste, oui, complètement. C'est plus grand, mais ça reste familial et effectivement, je pense que ça va pas être complet en 2 jours, mais par contre, ça va peut-être, j'espère, en tout cas, se remplir assez vite et j'espère que ça va être un moment. C'est un peu du stress, tout ça. C'est un peu se dire 2 dates, waouh, est-ce que je suis capable? Et en fait, oui, je pense que c'est juste évident, quoi. Mais oui, 2e date au Café de la Danse. Et si tu pouvais te dire, parce que là. Tu dis que tu es peut-être pas capable, mais en tout cas, tu as rempli la première, pourquoi tu remplirais pas la deuxième? Et est-ce que si on se mettait à rêver, quelle salle t'aimerais remplir? En fait, c'est spécial d'imaginer remplir une salle. Le Café de la Danse, je pense qu'on va y arriver. C'est vrai que c'est un peu une question trop professionnelle et pas assez artistique, mais en vrai, effectivement, si j'arrive à remplir une cigale ou une cigale, ça peut être, je pense, l'étape d'après, après un 2e EP ou après un projet qui évolue encore plus, mais c'est vraiment hyper spécial de se dire ok, je vends des places et les gens vont se déplacer pour venir me voir, ils vont vraiment investir financièrement. Enfin, c'est un truc où moi j'arrive même pas à y croire en fait. J'ai encore du mal à croire que j'ai rempli les étoiles en fait. C'est un truc un peu incroyable quoi. Donc j'avoue que j'évite de me projeter et limite je suis pas négative, mais je me fais pas de fausses idées, quoi. Je me dis, déjà, essaie de remplir des petites salles et t'emballes pas, quoi.
Oui, tu prends chaque étape comme elles viennent et si ça vient plus vraiment. gros, c'est cool. Si ça vient comme ça, c'est aussi bien. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est bien aussi de pas se projeter. Ça évite en tout cas d'être déçu, mais c'est beau aussi de rêver. On a le droit de rêver. Oui, c'est ça. Mais je pense que je rêve beaucoup, mais par contre, je suis très terre à terre sur ce genre de trucs un peu liés aux chiffres et aux ventes. Ouais. Et je me dis, n'attends pas, en fait, juste fais ce que t'aimes et ça résonnera et peu importe à quelle hauteur. Voilà, mais oui, effectivement, j'évite de trop en fait, je me projette beaucoup en général, mais sur cet aspect-là du métier, j'évite quoi. Bon, de toute façon, apparemment, et vu l'engouement qu'il y a autour de tes singles précédents et aussi de Belle, clairement, ça a résonné. Et je suis sûre que grâce à toi, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se trouver la plus belle loin de tout ça. J'espère vraiment. Bah, écoute, je te propose qu'on termine sur le single Belle dont on parle beaucoup et puis on se retrouvera aussi pour l'EP. Carrément, ça marche. Merci beaucoup. Cool. Merci beaucoup. Mon mascara ne coule pas sur mes joues pâles, ne t'en fais pas. J'ai abusé de tout mon être belle. Pour toi, ça veut dire quoi? J'ai sali et craché tant de fois sur le miroir et toi, dis-moi. Et ton regard, t'y penses ou pas? Quand il se pose ici et là, c'est pas pour toi, rien que pour moi, que j'ai sorti mon plus beau bas. Je me suis oubliée trop de fois, quand vient le il avant le moi. Ce soir je me fais la belle, loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle, rien que pour moi. Ce soir je me fais la belle, loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle, rien que pour moi. Je pars à ma conquête, tu vois, je m'en vais loin, me trouver moi, loin du blabla, des idéaux que tu veux coller à ma peau. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on me voit, y a pas de doute, je suis faite comme ça. Ce soir je me